Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de revoir les grandes lignes du chapitre sur la communication nerveuse qui fait partie du cours de neurophysiologie et je vous propose de le revoir à travers une séance de sophrologie. Donc pour cela, vous pouvez tout simplement commencer par vous installer confortablement. La consigne de confort étant la seule consigne pour cette séance. Donc vous vous installez tranquillement, vous vous posez et une fois posé, vous laissez vos pensées circuler et puis tranquillement vous laissez vos yeux se fermer si c'est agréable pour vous et vous laissez votre regard se tourner vers votre intériorité, vers ce qui existe en vous, les sensations de votre corps de manière un petit peu globale et peut-être plus particulièrement les points d'appui de votre corps que vous pouvez peut-être apercevoir dans leur globalité et que vous allez vous amuser à parcourir les uns après les autres en commençant par les appuis des pieds sur lesquels vous portez votre attention. Vous accueillez ces appuis des pieds et vous circulez le long de vos jambes, les appuis à hauteur de la région des mollets que vous situez. Vous faites de même à hauteur des cuisses, vous situez ces points d'appui et vous accueillez globalement les appuis de vos deux jambes, du bout des pieds jusqu'à vos hanches. Des hanches, vous passez à la région du bassin dont vous accueillez les points d'appui et vous remontez à hauteur de la ceinture abdominale, à hauteur de la région thoracique, si bien que vous pouvez accueillir tous les points d'appui qui existent dans la région du tronc, de votre bassin jusqu'à vos épaules et à partir de vos épaules, vous continuez ce mouvement en direction de vos bras. Accueil des appuis du premier segment des bras, des coudes, des avant-bras et enfin les appuis de vos mains, des doigts. Conscience des appuis de vos deux mains, conscience plus largement des appuis de vos deux bras, et vous déplacez votre attention vers votre cou, votre tête, et vous accueillez les points d'appui qui se trouvent dans cette région, le cou, la tête. Et puis, très largement, vous englobez d'un seul regard l'ensemble de votre corps, dont vous accueillez les points d'appui, du bout des pieds, au bout des doigts, jusqu'au sommet de la tête et vous sentez que vous commencez à vous poser tranquillement, doucement, mais sûrement et peut-être sentez-vous la détente s'installer en vous et cette détente, vous la laissez s'installer plus profondément en vous. Vous imaginez que vous installez la détente dans toute la partie arrière de la tête, sur les côtés de la tête également, sur le sommet de la tête. Et puis cette détente que vous venez d'installer sur la partie arrière, les côtés et le sommet de la tête, vous la laissez cette détente s'installer dans votre visage, si bien que vous laissez votre front se relaxer, se lisser avec cette détente et vous laissez la détente s'installer également un peu plus bas sur votre visage. Détente de la région des sourcils, détente des yeux. À partir des yeux, la détente glisse également vers la région des tempes, vers le haut des joues. Vous sentez également toute la région du nez qui se relaxe, jusqu'au bout du nez, jusqu'au bas des joues, ainsi que l'espace entre le nez et la bouche. La bouche elle-même se relaxe et peut-être sentez-vous aussi les muscles de la mastication qui sont relaxés, la langue qui est posée, et puis le bas du visage, le bas des joues, jusqu'au menton, toute cette partie du visage se relaxe à son tour, si bien que c'est tout votre visage qui est maintenant relaxé, posé. Conscience de la détente de votre visage, de la détente de votre tête, et conscience de cette détente qui s'étire à présent au niveau de votre cou. La nuque se relaxe, la gorge fait de même et vous laissez la détente glisser vers
vos épaules, conscience de vos épaules qui se posent, et à partir de vos épaules, conscience de la détente qui s'étire vers vos bras, le premier segment des bras, les avant-bras, les mains se relaxent. Vous pouvez sentir tous les muscles de vos bras qui se relaxent très agréablement, des épaules jusqu'au bout des doigts, du bout des doigts jusqu'à vos épaules, vos deux bras sont posés, relaxés, tranquillement. Et vous sentez la détente qui continue son cheminement, détente de toute la région du tronc, la région thoracique, la région abdominale, le bassin. Vous accueillez toute cette détente qui s'installe dans toute la région du tronc. La région thoracique est relaxée, la ceinture abdominale est relaxée elle aussi, et vous sentez votre bassin posé, relaxé tranquillement. Conscience de la détente de toute la région du tronc qui s'étire vers vos jambes, conscience de la détente de vos cuisses, les muscles des cuisses qui se relaxent et dont la relaxation se communique à la région des mollets. La région des mollets est maintenant relaxée, détendue. Et cette détente de cette partie des jambes, la région des mollets, s'étire vers vos pieds. Vous prenez conscience de vos talons relaxés, posés, de la plante des pieds détendue ainsi que des orteils qui sont relaxés les uns les autres et finalement vous pouvez accueillir la détente de vos deux pieds dans leur globalité. Détente de vos deux pieds, détente de vos deux jambes. Conscience finalement de la détente que vous venez d'installer dans l'ensemble de votre corps, du bout des pieds jusqu'au bout des doigts, jusqu'au sommet de votre tête. Vous percevez l'ensemble de votre corps relaxé, détendu, et vous accueillez cette détente agréable. Conscience de cette détente que vous venez d'installer en vous-même, que vous pourrez réinstaller quand vous le souhaiterez. Et à présent, dans cet état de détente, vous allez laisser revenir une image, tout un ensemble d'éléments qui vont vous permettre de reparcourir les grandes lignes du cours sur la communication nerveuse. Peut-être que vous pouvez revoir le diaporama, peut-être que vous pouvez réentendre des éléments concernant ce cours, peut-être même que vous pouvez sentir corporellement des éléments de ce cours en vous, à travers des mimes, à travers des prises de notes. En tout cas, vous laissez ce cours sur la communication nerveuse revenir et vous commencez à le parcourir depuis son premier paragraphe qui portait sur le potentiel de repos. Vous vous souvenez de la définition de cette notion de potentiel de repos quand finalement les états électriques des milieux intra- et extracellulaires ont été comparés à une pile et que finalement c'est une cellule qui est comparée à une pile dans le sens où existe un voltage entre l'intérieur de la cellule, l'extérieur de la cellule. Un voltage appelé le potentiel de repos. Vous vous souvenez d'ailleurs peut-être du dispositif permettant de le mettre en évidence avec des électrodes ou une microélectrode avec un oscilloscope et l'allure de se tracer à peu près moins 65 millivolts, ce potentiel de repos dont nous avons ensuite exploré la mise en place, l'origine, en parlant justement de la présence d'ions dans les milieux intracellulaires, extracellulaires, en se centrant davantage sur les répartitions des ions potassium, des ions sodium. Nous avons vu qu'il y a plus de potassium en intracellulaire qu'en extracellulaire, que c'est l'inverse pour le sodium, plus de sodium en extracellulaire qu'en intracellulaire, et nous avons évoqué les mouvements de ces ions à travers les forces électrochimiques
Puis nous avons envisagé différents modèles physiques pour comprendre la mise en place de ce signal, de ce potentiel de repos, en imaginant plusieurs modèles physiques qui nous ont permis de conclure que pour justement qu'un potentiel membranaire apparaisse, il faut des gradients de concentration, il faut une perméabilité sélective, et puis nous avons finalement conclu, après l'ajout d'un dernier modèle, que pour que cela ressemble vraiment à ce qu'on observe dans les cellules, il faut que les gradients de concentration soient maintenus grâce à un système actif qui existe justement dans les cellules, puisque à côté des canaux ioniques qui permettent un transport passif, existent dans les cellules des protéines pompes qui vont pouvoir faire se déplacer les ions contre leur gradient de concentration en consommant de l'énergie. Et c'est ainsi que le potentiel de repos peut être maintenu, peut exister. Puis à partir de cette notion de potentiel de repos, nous avons évoqué l'action du repos, nous sommes passés à l'action du potentiel de repos, nous sommes passés au potentiel d'action que nous avons pu mettre en évidence lui aussi, après avoir dit qu'il n'existe que dans les cellules excitables, les neurones, les cellules musculaires, et qu'il correspond à une variation du voltage, une variation du potentiel de repos, du potentiel membranaire, et que cette variation du voltage, ce potentiel d'action, est justement un signal de codage de l'information qui peut être mis donc en évidence, toujours avec le même dispositif, des électrodes, dont une microélectrode, un oscilloscope, et puis bien sûr des électrodes de stimulation, puisque le potentiel d'action va apparaître sur les cellules excitables quand celles-ci sont excitées. Et nous avons pu explorer le tracé du potentiel d'action et en comprendre les mécanismes à l'origine qui sont liés à des mouvements ioniques qui vont se faire du fait que la membrane des cellules excitables peut changer sa perméabilité vis-à-vis des ions sodium et des ions potassium grâce à des canaux voltage dépendants à ces ions qui n'ont pas exactement les mêmes comportements, puisque ces canaux donc sont tous deux fermés pendant le potentiel de repos, vont s'ouvrir lors d'une stimulation électrique plus rapidement pour les ions sodium que pour les ions potassium, en tout cas pour les canaux voltage dépendants au sodium que ceux au potassium, et avec une particularité qui est que les canaux voltage dépendants au sodium peuvent ensuite présenter une période d'inactivation du fait d'une sorte de vanne d'inactivation qui se ferme, ce qui fait entrer la cellule excitable dans un état de période réfractaire, comme on l'appelle. Donc nous avons exploré ces mouvements des ions à travers ces canaux voltage dépendants, y compris la formation du potentiel d'action. Nous avons ensuite exploré les propriétés du potentiel d'action. Nous avons pu voir qu'il suit une loi de tout ou rien, qu'il est non décrémentiel. Nous avons également vu que une intensité de stimulation ne peut pas être codée en amplitude de potentiel d'action, puisque celle-ci ne change pas. Le potentiel d'action suit une loi de tout ou rien, mais nous avons vu que l'intensité d'une stimulation peut être codée en fréquence de potentiel d'action, bien que cette fréquence soit limitée par la période réfractaire. C'est ainsi que l'intensité d'une stimulation peut être codée. Nous avons également vu que le potentiel d'action est régénéré de proche en proche et qu'il se déplace de la région aval vers la région de la région amont vers la région aval. La région amont étant en période réfractaire, le potentiel d'action se déplace donc selon ce sens, de l'amont vers l'aval, et la conduction des potentiels d'action est d'autant plus rapide que le diamètre de la fibre nerveuse est grand, et cette vitesse augmente encore lorsque la fibre nerveuse est myélinisée. Au passage, nous avons aussi
pu noter l'existence d'un autre signal qui peut s'appeler le potentiel gradué ou potentiel local ou encore électrotonique, qui est une autre forme de signal qui ne suit pas une loi de tout Orient et qui est non décrémentiel. Et puis nous avons aussi fait une remarque sur la réponse électrique d'un nerf suite à une stimulation. Et enfin, nous nous sommes penchés sur la façon dont les potentiels d'action vont naître physiologiquement. Nous avons vu qu'artificiellement, nous faisons naître les potentiels d'action via une stimulation électrique. Mais dans les conditions naturelles, il est tout à fait raisonnable d'envisager que ce sont les stimulations sensorielles qui font naître les potentiels d'action. Nous avons évoqué donc les récepteurs sensoriels, évoqué les modalités sensorielles des récepteurs, la mécanoception, la thermoception, la photoréception, la chimioception, et puis les structures des récepteurs sensoriels qui peuvent être nus, encapsulés, associés à une cellule spécialisée. Et nous nous sommes centrés sur ce travail que réalisent les récepteurs sensoriels, qui est la transduction sensorielle, c'est-à-dire le fait de traduire d'une certaine façon les informations présentes dans l'environnement en langage du système nerveux. Et nous nous sommes centrés sur cette transduction sensorielle. Nous avons vu que une stimulation sensorielle va finalement être à l'origine d'ouverture, de fermeture, de canaux ioniques. En tout cas, des mouvements ioniques vont être finalement perturbés, ce qui se produit au niveau du site de transduction et ce qui change le voltage, qui est un premier signal. Un signal qui est un potentiel gradué, qu'on peut appeler potentiel de récepteur, puisqu'il survient dans un récepteur. Et ce signal, dont l'amplitude dépend de l'intensité de la stimulation, qui peut se sommer à d'autres potentiels gradués, va peu se propager, mais il se propage tout de même, et s'il parvient au niveau du site générateur, avec une amplitude supérieure à un certain seuil, il va entraîner la naissance de potentiels d'action. Et c'est ainsi que nous avons pu comprendre cette transduction sensorielle, et nous avons également ajouté une remarque sur le comportement des récepteurs sensoriels, certains qui ne déchargent pas en l'absence de stimulation, d'autres qui déchargent à une fréquence de repos en l'absence de stimulation et dont la fréquence change quand la stimulation survient. Nous avons aussi parlé des récepteurs toniques, des récepteurs phasiques, ces derniers s'adaptant beaucoup plus rapidement que les premiers puisqu'ils ne renseignent que sur l'instant où la stimulation survient. Puis nous nous sommes penchés sur un autre paragraphe concernant les synapses. Nous avons évoqué quelques éléments historiques de façon succincte en rappelant les théories de Kajal, théorie neuronale de Kajal, avec l'idée que les neurones sont contigus et s'articulent les uns aux autres sans se toucher. Théorie finalement qui est, on va dire, validée par l'existence de synapses chimiques qui sont des lieux de continuité entre neurones. Et puis nous avons aussi évoqué la théorie réticulaire de Golgi, qui voit les neurones comme finalement continus, formant une sorte de maillage fusionné. Théorie finalement qui peut être aussi retenue du fait de l'existence de synapses électriques qui sont des lieux de continuité entre neurones. Nous avons justement dit un mot pour commencer sur ces synapses électriques qui ailleurs que entre neurones sont appelées jonctions gap et qui vont permettre au message nerveux de passer d'un neurone à l'autre comme s'il s'agissait du même neurone. Puis nous nous sommes surtout centrés sur les synapses chimiques. Nous avons évoqué leur organisation, leur fonctionnement en parlant donc de deux catégories de synapses, les synapses ionotropiques, les synapses métabotropiques, et en nous rendant compte que finalement ces deux types de synapses vont surtout différenciés par les récepteurs existants en poste synaptique et qu'il est en fait plus juste de parler de récepteurs ionotropiques aux neurotransmetteurs et de récepteurs métabotropiques aux neurotransmetteurs. Donc nous avons évoqué cette
organisation, ce fonctionnement. Nous avons vu que sur un versant présynaptique, qui est l'élément qui apporte l'information et qui possède des vésicules de neurotransmetteurs, élément qui est l'axone, et bien cet élément présynaptique, lorsque un potentiel d'action y survient, eh bien y arrive. Le potentiel d'action entraîne l'ouverture de canaux voltage dépendants au calcium. Du calcium entre dans l'élément présynaptique et entraîne la libération des neurotransmetteurs contenus dans les vésicules, cela par un mécanisme d'exocytose. Les neurotransmetteurs se retrouvent dans la fente synaptique où ils commencent à être neutralisés et recyclés, mais certains parviennent à leurs récepteurs situés sur l'élément post-synaptique et le plus souvent une dendrite qui reçoit donc l'information, et c'est dans cet élément post-synaptique que l'information va renaître. Et les récepteurs justement aux neurotransmetteurs qui sont sur cet élément post-synaptique, s'ils sont des récepteurs ionotropiques, ils vont entraîner l'ouverture d'un canal ionique et la circulation d'ions et la création de PPS, de potentiels post-synaptiques qui peuvent être excitateurs ou inhibiteurs, donc dans l'élément post-synaptique, les PPS étant des potentiels gradués qui vont pouvoir s'additionner, se sommer les uns aux autres, ce qui entraînera la formation éventuellement de potentiels d'action au niveau du cône de l'axone, du cône axonique. Ces potentiels d'action naissant uniquement si le seuil est atteint, si les PPS dépassent le seuil de déclenchement des potentiels d'action. Et puis sur cet élément post-synaptique, les récepteurs peuvent être métabotropiques. Dans ce cas, ils sont couplés à une protéine de transduction qui peut être aussi appelée protéine G et qui est activée lorsque le récepteur accueille son neurotransmetteur, et à ce moment-là, la protéine G va entraîner tout un ensemble de cascades de réactions dans l'élément post-synaptique, et c'est le métabolisme de l'élément post-synaptique qui va être changé. Donc je reprends, le neurotransmetteur se fixe sur le récepteur, cela active une protéine G, des cascades de réactions dans l'élément post-synaptique, et une modification du métabolisme de l'élément post-synaptique avec différentes modifications qui peuvent survenir, et peut-être des mouvements d'ions qui vont être changés du fait d'une action sur des canaux ioniques. Donc nous avons évoqué ces deux types de récepteurs, et nous nous sommes ensuite plus centrés sur les phénomènes d'intégration synaptique, le fait que les synapses sont des entités biologiques, sont fatigables, que leur fonctionnement, l'efficacité de leur fonctionnement peut être modifiée en fonction de la fréquence avec laquelle elles fonctionnent. Nous avons aussi parlé de divergence, de convergence, un neurone pouvant être vu comme un point de convergence parce qu'il reçoit de multiples informations, et comme un point de divergence aussi parce qu'il envoie des informations vers un grand nombre d'autres neurones. Nous avons évoqué les neurotransmetteurs différents qui peuvent être accueillis par un neurone, le fait qu'un neurone produit souvent un neurotransmetteur principal, accompagné éventuellement d'autres neurotransmetteurs, et nous avons parlé du phénomène de changement de codage qui survient dans un réseau de neurones et qui est d'autant plus profond qu'il y a de neurones dans un réseau et donc de synapses qui sont passées, puisqu'à chaque passage de synapse, l'information peut être modifiée. Nous avons aussi évoqué les phénomènes de neuromodulation qui peuvent survenir sur le versant présynaptique, sur le versant post-synaptique, et nous avons aussi souligné que bien d'autres phénomènes complexes peuvent survenir au niveau des synapses. Les synapses qui sont vraiment des lieux où l'information va pouvoir changer, évoluer. Et puis nous nous sommes centrés plus exactement sur une autre synapse. Jusque-là, nous étions centrés sur les synapses entre neurones, synapses neuroneuroniques, et nous avons dit un mot sur les synapses qui existent entre les neurones moteurs, donc motoneurones, et puis
cellules des muscles striés squelettiques, et nous avons appelé cette synapse la jonction neuromusculaire. Nous avons vu que cette synapse utilise l'acétylcholine qui est libérée donc par le motoneurone qui agit sur la fibre musculaire striée squelettique, et nous avons détaillé le fonctionnement de cette jonction neuromusculaire qui dans les grandes lignes se rapproche du fonctionnement évoqué pour les autres synapses. Et nous avons terminé par un regard sur les synapses qui existent entre les neurones moteurs et les autres muscles lisses et cardiaques. Et nous avons vu que dans ce cas, on ne parle pas de jonction neuromusculaire, qu'on est sur une sorte d'innervation diffuse et que les neurones moteurs impliqués appartiennent au système nerveux autonome. Et puis nous avons changé de paragraphe pour nous centrer sur les neurotransmetteurs. Nous avons souligné ce qu'il est nécessaire d'observer pour qualifier une substance de neurotransmetteur, que la substance soit fabriquée par l'élément présynaptique, libérée par cet élément lors d'une stimulation, qu'elle ait aussi des effets sur l'élément postsynaptique. Nous avons ensuite parcouru les étapes de la vie d'un neurotransmetteur, un neurotransmetteur qui est synthétisé, stocké, libéré, qui se fixe ensuite sur ses récepteurs postsynaptiques et qui est bien sûr aussi neutralisé, recyclé. Et nous avons vu que différentes substances, différentes drogues peuvent agir à ces différentes étapes de la vie d'un neurotransmetteur et de ce fait modifier ce qui se passe dans une synapse, soit de façon endogène, si c'est le corps qui produit ces substances qui vont neuromoduler la synapse, soit de façon exogène, si cette molécule est présente dans une substance qui est apportée à l'organisme et qui vient de l'extérieur. Nous avons évoqué la façon de classer sur une base chimique donc les neurotransmetteurs, en évoquant l'acétylcholine et puis en évoquant d'autres groupes, les amines avec les catécholamines, dopamine, noradrénaline, adrénaline. Une autre amine, la sérotonine ou 5-HT, encore une autre amine, l'histamine. Nous avons évoqué les acides aminés, le glutamate, l'aspartate, le GABA, la glycine. Puis le groupe des peptides ou neuropeptides avec par exemple la morphine, les morphines endogènes, la substance P. Et puis quelques neurotransmetteurs atypiques, l'ATP, l'adénosine, les endocannabinoïdes, les gaz solubles. Et puis nous avons parcouru ces différents neurotransmetteurs. Nous avons dit un mot sur l'acétylcholine. Pour chacun d'eux, du reste, nous avons évoqué un peu les fonctions principales, parfois les récepteurs, des substances agonistes, des substances antagonistes. Et puis après l'acétylcholine, nous sommes penchés sur les catécholamines, dopamine, noradrénaline, adrénaline, et nous avons fait de même. Puis nous avons dit un mot sur la sérotonine, puis un mot peut-être encore plus court sur l'histamine, pour nous pencher ensuite sur les acides aminés excitateurs avec le glutamate, pour aborder ensuite les acides aminés inhibiteurs avec un mot pour commencer sur la glycine, puis un mot sur le GABA. Et nous avons continué avec des remarques assez globales concernant les neurotransmetteurs qui sont des peptides, c'est-à-dire des petits assemblages d'acides aminés. Et puis nous avons également parcouru les neurotransmetteurs qui sont dits atypiques, les endocannabinoïdes avec l'anandamide par exemple, l'ATP, l'adénosine, et puis le monoxyde d'azote qui est un gaz soluble, pour finalement conclure sur ces neurotransmetteurs et constater aussi que si une substance peut servir de neurotransmetteur dans le système nerveux, elle peut remplir un autre rôle en dehors du système nerveux. Nous avons aussi vu qu'il est possible d'envisager les neurotransmetteurs, la façon de les classer, non pas sur un critère
chimique, mais sur un autre critère, sur un critère qui va être plutôt basé sur les effets généraux, avec certains neurotransmetteurs vus comme des neurotransmetteurs vraiment centrés sur la communication d'informations entre neurones, qui sont un peu les neurotransmetteurs classiques comme le glutamate, le GABA, la glycine, et puis aussi au niveau de la jonction neuromusculaire, l'acétylcholine. Nous avons vu aussi que certains neurotransmetteurs vont, eux, plutôt moduler des grandes populations de neurones, comme les catécholamines, dopamine, noradrénaline, adrénaline, mais aussi la sérotonine, l'histamine ou encore l'acétylcholine dans le système nerveux central. Et puis nous avons évoqué une dernière catégorie dans ce cas, des neurotransmetteurs qui vont plutôt moduler les neurones au niveau individuel en agissant sur les synapses, comme les peptides, et puis comme les neurotransmetteurs atypiques, anandamide, monoxyde d'azote, ATP, adénosine. Et avec ces éléments, nous avons fini finalement ce chapitre sur la communication nerveuse et nous avons donc terminé cette révision de ce chapitre tranquillement et je vous propose de laisser cette visualisation repartir. Vous pourrez la retrouver si vous le souhaitez et simplement pour prendre à présent le temps de laisser s'inscrire en vous ces éléments, des éléments qui vous ont permis justement d'apprendre ce cours, d'en retenir les informations principales. Donc vous laissez ce cours s'inscrire en vous et puis quand vous estimez que vous êtes prêt, vous pouvez commencer à vous recentrer à nouveau sur les sensations de votre corps, sur la détente que vous avez installée en vous, la détente présente dans votre corps que vous avez installée vous-même en vous et vous allez vous préparer tout doucement à faire votre reprise, c'est-à-dire à retrouver votre état d'éveil habituel. Et pour retrouver votre état d'éveil habituel, vous pouvez vous reconnecter au point d'appui de votre corps. Et en vous reconnectant au point d'appui de votre corps, peut-être que vous vous reconnectez à l'espace dans lequel vous êtes et vous sentez que vous pouvez revoir cet espace dans lequel vous êtes et vous sentez que l'énergie revient en vous. Vous sentez toute cette énergie d'éveil revenir en vous au fur et à mesure que vous revoyez de plus en plus précisément l'espace dans lequel vous êtes. Et d'ailleurs, vous pouvez même réentendre tous les sons qui existent dans cet espace dans lequel vous êtes. Vous vous sentez vous éveiller tout à fait pleinement. Et puis, vous pouvez vous étirer si vous le souhaitez. Vous pouvez faire des grandes respirations profondes et sonores en inspirant. Vous pouvez vous étirer et puis expirer en faisant du bruit et puis retrouver ainsi toute votre énergie d'éveil. Et puis si ce n'est déjà fait, vous pouvez ouvrir les yeux et une fois que votre énergie d'éveil est tout à fait présente, eh bien, pour ma part, je vous libère, je vous laisse retourner à vos occupations habituelles et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.